Alors, bonjour à tous. En fait, moi, je vous présente le premier jet d'un travail, d'un projet de recherche à venir. C'est ma propre situation de maman d'enfant handicapé qui m'a amenée vers ce projet-là. Je me suis demandé comment je faisais, moi, comme maman, de combiner le travail tout en préservant ma santé, comment j'y arrivais. Et naturellement, c'est sur la base d'un réseau, de mon collectif de soutien social que j'ai. Donc, je vous présente un peu notre réalité aux proches aidantes aujourd'hui. Je suis pas habituée habituellement. Oui, c'est ça. Ça va le contrôle. Alors, peut-être une première acétate. Juste pour brièvement sur quelques statistiques, selon les données de Statistique Canada, il y a plus de 8 millions de Canadiens qui dispenseraient des soins là, à un proche dépendant et près de 5 millions de ces personnes-là combinent soins et travail. Donc, la majorité des personnes travaillent et naturellement, c'est les femmes qui sont majoritairement, qui offrent les soins finalement qui agissent comme proches aidants. Deuxième acétate. J'essaie d'aller vite. Donc, un proche aidant, c'est quoi? Bien, c'est une personne qui vient en aide à une personne de son entourage ayant des incapacités temporaires ou permanentes. Bon, ça peut être un handicap, le vieillissement, maladie, accident, peu importe l'âge de la personne aidée. On note aussi que le proche aidant offre son aide sans rémunération, mais sans être uniquement une personne bénévole. Il faut qu'il y ait un lien, finalement, qui les unisse à la personne aidée. Le proche aidant peut être naturellement un père, une mère, un enfant, un frère, une sœur, etc., un ami. Le proche aidant peut aussi agir de façon occasionnelle ou continue, à court et long terme, auprès de la personne aidée et offre aussi à la fois du soutien émotif en plus de prodiguer divers soins corporels, bon, aider à manger, à s'habiller, etc. et divers autres soins de santé tels la stimulation ou le gavage, par exemple, en plus d'assumer toutes les tâches domestiques qui sont liées finalement à cet handicap-là. Ah non. Donc, juste pour faire quelques statistiques sur les situations des enfants handicapés au Québec, on compte, bon, là, c'est pas les chiffres à jour, les derniers chiffres qui sont pas encore publiés, c'est 34 000 enfants qui bénéficient d'une prestation d'enfants handicapés de 0 à 17 ans. Et il y a 34 000 enfants qui ont cette subvention-là, plus les 2 000 enfants de maman parents jusqu'au bout, donc les 2 000 enfants considérés lourdement handicapés par notre gouvernement. Donc, ça fait au total 36 000 enfants handicapés au Québec. Donc, il ne faut pas oublier aussi que la plupart d'entre nous allons poursuivre notre rôle de proche aidant une fois l'âge de 17 ans passé. Et naturellement, après 21 ans, vous savez, il n'y a plus de services autant pour qui nous permettent finalement de concilier travail-famille. Donc, bien que la situation d'articulation emploi-famille-soins soit complexe en raison des tensions physiques, émotionnelles et financières qu'entraîne le rôle de proche aidant, et en raison des contraintes liées à l'organisation du travail que nous privilégions dans nos sociétés occidentales, il y a différentes études qui montrent que le maintien en emploi constitue tout de même une ressource précieuse pour notre bien-être psychologique comme proche aidante. Ne serait-ce juste par le fait qu'on obtient un emploi nous garantit quand même d'avoir un revenu un niveau de vie convenable. Donc, comme Tremblay et Larivière ou même Nog, nous employons l'expression emploi, famille, soins quand celle-ci souligne l'existence d'une tension physique, émotionnelle et financière associée au rôle de proche aidant. Contrairement à Tremblay, Larivière ou même Nog, elles retiennent le concept de conciliation de travail, emploi, travail-famille, parce que ces termes-là sont souvent utilisés au Québec, sont plus parlants. Moi, je préfère retenir dans ce cas-ci le terme articulation car il rend davantage compte que cette forme de conciliation-là n'est pas choisie. En fait, c'est un non-choix. Donc, moi, j'aime mieux retenir le terme articulation pour cette raison-là. On retient quand même la définition proposée par Nog. Ainsi, l'articulation emploi, famille et soins se traduit par un effort pour répondre aux attentes négociées et partagées entre un individu et les parties prenantes quant au rôle joué dans la sphère professionnelle, dans le cadre de la prise en charge d'un proche dépendant et potentiellement en tant que parent, le tout formant un arrangement soutenable, prévenant l'épuisement et susceptible d'entraîner un désenrichissement.
Donc là, je passais à mon gros modèle théorique actuellement, c'est ce modèle-là, ça risque de changer avec le temps. Donc, la littérature indique que certains facteurs organisationnels, tels une culture organisationnelle ouverte à la conciliation emploi-famille, la convention collective, des conditions de travail plus flexibles, le niveau d'ancienneté, la proximité avec le superviseur, un bon climat de travail qui permet les échanges d'horaires avec les collègues, un superviseur compréhensif qui nous permet, entre autres, qui nous accommode, vont aider finalement, vont favoriser finalement, vont réduire les impacts négatifs des responsabilités de soins et favoriser le bien-être de la personne proche aidante. Nous devons aussi prendre en considération qu'il y a des facteurs environnementaux plus macro, tels le secteur d'activité économique, le contexte du marché de l'emploi, les politiques publiques en vigueur et le cadre régulatoire de l'articulation emploi-famille qui joue aussi sur la capacité de concilier travail-famille. Il existe entre autres bien des droits permettant de demander des aménagements flexibles du temps de travail, mais ceux-ci restent actuellement peu utilisés dans la réalité selon les dernières données de Stéphanie Bernstein. De même que les programmes spécifiques d'aide aux proches aidants qui sont mis en place par les employeurs, sont dans la vraie vie peu utilisés. En fait, dans la vraie vie, on constate que les organisations il y a une forme de rigidité finalement à aborder ces problématiques, les problématiques vécues par les proches aidants et les problèmes reliés finalement aux soins d'une personne proche. Sur le terrain, les aménagements s'organisent plutôt de manière informelle, au niveau micro, souvent entre collègues par l'échange d'horaires ou avec l'appui du superviseur, comme je le disais tantôt, par la possibilité de faire du télétravail, d'obtenir des congés familiaux ou bien de travailler à temps partiel. Bref, l'organisation des aménagements repose sur les épaules de la personne appelée à articuler son emploi, sa famille et les soins des proches aidés. Bien souvent, la travailleuse ou le travailleur se trouvant en situation d'articulation doit compter sur le soutien reçu hors emploi. Ajoutons qu'il y a peu de connaissances qui existent sur la relation entre emploi et soins. Il y a les travaux de Nog et de Tremblay et qui ont toutefois exploré les formes de soutien organisationnel et personnel dont bénéficiaient les proches aidants exerçant une activité rémunérée. Leurs travaux ont permis d'identifier que les proches aidants se voient bien souvent contraints de réduire leur nombre d'heures de travail pour récupérer et pour être en mesure de poursuivre leurs soins auprès de leurs proches aidés. Les auteurs aussi font le constat que, bien souvent, l'articulation emploi-famille-soins vient avec une forme d'épuisement, des tensions liées à la pression sociale et un appauvrissement lié au retrait progressif du travail. Pour ces raisons, il importe d'analyser les facteurs qui facilitent ou, au contraire, font obstacle à la construction d'un collectif de soutien social qui nous permet finalement de mieux articuler emploi, famille et soins. En raison des connaissances encore limitées sur ces aspects-là, il importe de privilégier la recherche qualitative et exploratoire. Le concept de... Non, j'ai plus d'autres... Non, t'es correct, t'as plus de travail à faire. Donc, le concept de soutien social va faire référence à la dispensation de ressources émotionnelles telles l'écoute active, aux ressources instrumentales se reflétant par l'aide concrète reçue, exemple, prendre en charge la personne aidée ou en fournissant toute aide matérielle. Et aussi, va référer à ressources cognitives qui renvoient à la connaissance que possèdent les personnes proches aidantes et à l'utilisation de l'information qu'il ou qu'elle possède pour faire face aux situations vécues. La littérature montre que les personnes proches aidantes recherchent avant tout des ressources instrumentales de soutien pour arriver à articuler emploi, famille, soins. Les résultats de Nog montrent que les proches aidants vont se tourner dans un premier temps vers les membres de leur famille immédiate pour obtenir de l'aide, plus précisément pour obtenir du soutien instrumental. Lorsque notre soutien n'est pas toujours disponible ou même adéquat, car ce type de soutien vient avec une forme de spécialisation dans les tâches. Les proches aidants vont alors se tourner vers les organismes communautaires liés à la responsabilité de soins. Parce que il faut dire, dans le public, chez nous, il n'y a pas encore beaucoup de choses de développer. Donc, je reviendrai tantôt brièvement. C'est ce qui nous amène à nous intéresser aux ressources offertes par les organismes communautaires ayant pour mission de soutenir les personnes proches aidantes. Nog identifie sur ce plan que les organismes constituent une source de soutien social importante. Il s'avère en fait que les organismes communautaires peuvent fournir du soutien instrumental gratuit ou à un prix réduit.
Toujours selon NOG, le soutien instrumental de complémentarité s'offre habituellement à travers le répit gardiennage, les conseils pratiques et l'acquisition de ressources pour l'aidant. Le soutien instrumental fourni à travers le répit gardiennage est parfois appelé répit accompagnement lorsqu'on parle d'accompagner un adulte, même si la tâche est similaire, va permettre d'abaisser le conflit de tension en permettant à la personne proche aidante de prendre une pause de son rôle, en plus d'abaisser le conflit de temps en dégageant la personne proche aidante pour lui laisser la possibilité d'assumer les responsabilités liées à son travail rémunéré. C'est bon. En raison de ces effets positifs sur la santé et l'emploi, le soutien instrumental devient essentiel pour permettre une meilleure articulation emploi-famille-soins. Les activités de répit englobent des services tels l'hébergement, le répit gardiennage à domicile, les camps de vacances de jour, les centres de jour. Les centres de jour sont souvent publics, mais il y a seulement 4000 places actuellement dans les centres de jour. Donc, cependant, ce soutien pourtant essentiel pour assurer le maintien en emploi et la préservation de la santé des personnes proches aidantes n'est pas facilement disponible, comme on vient de voir, pas toujours accessible et ni adéquat. Donc, d'autres auteurs tels que Courcy et Desrivières-Pigeon font un constat similaire. Donc, ce fait limite finalement la marge de manœuvre des personnes aidantes pour assurer leur maintien en emploi et leur santé. Donc, au Québec, on retrouve en fait 175 organismes qui offrent du répit aux personnes âgées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Seulement une vingtaine d'organismes offrent du répit aux enfants, aux adolescents et aux adultes handicapés ainsi qu'à leurs proches aidants. Sur cette vingtaine d'organismes, seuls 5 offrent du répit à domicile. Puis c'est ce qu'on a vraiment beaucoup besoin, je peux vous le dire. Actuellement, j'ai une madame à domicile qui garde mon enfant pendant que je suis en train de vous parler. De plus, plusieurs maisons ou centres de répit vont exclure les bénéficiaires ayant des comportements dérangeants. Bon, exemple, les enfants qui ne dorment pas la nuit ou les adultes ou les enfants ou les adolescents qui ne dorment pas, qui ont des déviances sexuelles, qui ont des comportements agressifs ou qui ont besoin d'accompagnement 1 à 1. C'est d'ailleurs en raison, quand je vous parlais de l'accessibilité, bon, c'est un exemple. C'est d'ailleurs en raison du manque de ressources d'accessibilité que certains parents ont décidé de s'organiser pour s'offrir du répit entre eux. C'est le cas, entre autres, de répit bénévole à domicile de l'organisme Le Phare. Donc, on s'organise entre nous, parents, pour s'offrir un peu de répit ou d'aide pour vaquer à nos activités. De plus, les travailleuses autonomes il y a beaucoup de travailleuses autonomes qui offrent dans ce secteur. À titre d'exemple, SOS Garde offre un service de garde à domicile pour les enfants et adultes à besoins spéciaux dans toutes les régions du Québec. En fait, il s'agit d'une plateforme ou d'un lieu de rencontre entre gardiennes et parents. Donc, les parents s'occupent de la sélection des gardiennes et les gardiennes fixent leurs propres conditions de travail avec le parent qui désire faire appel à leur service. La plateforme n'est pas gratuite, elle coûte entre 20 et 80 $ pour y adhérer. Et ça, c'est bon, tant les gardiennes que les parents doivent payer un forfait finalement pour adhérer à cette plateforme-là. Sauf qu'elle comprend, il y a présentement 10 000 gardiennes inscrites sur la plateforme, beaucoup de femmes immigrantes, soit dit en passant. Parmi ces travailleuses autonomes-là, la majorité vont se déplacer à domicile pour offrir un service de répit, mais on compte aussi certaines travailleuses qui offrent un répit dans leur propre domicile, un peu comme les RSG. Donc, n'oublions pas que certaines domestiques aussi, des aides domestiques peuvent agir à titre, offrir ce répit-là, mais on n'a aucune statistique là-dessus. Donc, les bienfaits du répit pour l'enfant, c'est de permettre de socialiser, de couper la routine et d'être stimulé. Et pour la personne proche aidante, c'est de permettre du temps pour soi, en couple, en famille, d'obtenir du temps sans avoir à faire une intervention majeure, de reprendre des forces, de l'énergie pour poursuivre, de prendre du recul face à une situation vécue ou même aller travailler. Donc, lorsqu'on s'intéresse aux besoins des personnes proches aidantes dans une perspective féministe comme nous le faisons, avec le schéma que nous présentons, Louise a parlé un petit peu, je ne rentrerai pas dans les détails du matérialisme. Donc, il faut également porter notre intérêt sur les travailleuses qui assument le répit, finalement. Donc, on a vu précédemment que la notion de répit gardiennage va habituellement inclure une responsabilité de favoriser le développement des habiletés sociales cognitives des personnes placées sur leur responsabilité, donc une forme de spécialisation des tâches. Sur ce plan, j'ai pu noter que les gardiennes, intervenantes, éducatrices ou accompagnatrices selon les organismes, donc elles portent plusieurs noms, on n'a pas encore de termes spécifiques à ces travailleuses-là, reçoivent généralement une formation. Mais j'ai pu
quand même répertorier plusieurs exigences sur les différents sites des organismes qui offrent ces services-là. Donc, entre autres, avoir réussi le processus d'entrevue, avoir réussi la vérification d'antécédents judiciaires, posséder de l'expérience. Souvent, il y en a qui demandent des études de formation postsecondaire reliées au travail. Les travailleurs aussi reçoivent en plus, comme je viens de le dire, une formation spécifique sur l'intervention. Et tout ça à un taux salarial qui oscille entre 13 et 14 l'heure. Donc, les coûts sont assumés par les parents et souvent, on bénéficie de subventions là, qui viennent du CLSC pour amoindrir aussi les coûts, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, en raison de leur rôle essentiel, bien, il importe aussi de mieux connaître le travail des intervenantes qui offrent leur répit et parce qu'on en sait peu finalement sur ces travailleuses-là et aucune étude existe sur l'activité de travail de celles-ci. En fait, là, vu que j'ai plus de temps du tout, je vais couper je vais couper, là. Finalement, le projet de recherche, j'ai pas le choix, le projet de recherche, ça vise finalement à connaître comment finalement s'organise le collectif de soutien social en s'intéressant aux dynamiques finalement entre ces différentes personnes-là qui sont en particulier l'approche aidante, c'est les aides qu'elle a dans sa famille immédiate et surtout l'aide de répit dont elle bénéficie finalement l'intervenant. De travailler avec l'intervenant. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire ressortir l'invisibilité de toute cette compétence-là et de faire reconnaître éventuellement le travail tant des proches aidants auprès de leurs enfants pour qu'on arrive finalement à répondre à nos besoins, mais également faire reconnaître le travail de toutes ces femmes-là qui nous aident et qui restent très invisibles. Donc, je coupe beaucoup. J'aurais voulu vous présenter un peu plus la méthodologie, mais c'est pas grave. Vous avez l'essentiel. C'est tout.